Bonjour Martine. Bonjour à toutes et à tous. On va se laisser un petit 2 minutes et on va commencer euh, le temps que les autres participants se joignent à nous. À tout de suite. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire sur la gestion des changements. Donc,
On va commencer tout de suite parce que ce n'est pas le premier webinaire conjointement présenté par IT Chapter et ces deux entreprises, c'est le second. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de changement informatique. Donc, est-ce le temps de délaisser la formalité pour l'agilité? Donc, pour l'occasion, nos conférenciers vont discuter aujourd'hui de ce que c'est la gestion des changements informatiques, ou maintenant l'habilitation des changements, ce que cette pratique comprend comme processus et façon de faire chez les entreprises. Mais surtout, le webinaire présentera des bénéfices concernant une gestion des changements ou une habilitation des changements plus agile. Donc, à l'aide de situations bien concrètes, nos invités tenteront de partager leurs réflexions sur les défis auxquels sont confrontés la majorité des équipes TI. Mon nom est Benoît Lévesque, je suis responsable du marketing chez CEDO Entreprises. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être accompagné d'Olivier Abécassis, vice-président de IT Chapter, une firme spécialisée en consultation et formation de gestion des services informatiques. Consultant stratégique en informatique, formateur, conférencier et chef de projet, Olivier cumule plus de 25 ans d'expérience dans différents domaines de la gestion informatique, des actifs informatiques, de la sécurité de l'information, de la gestion de projet et des relations business. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, bonjour Benoît, merci. Génial. Aussi pour une troisième apparition, j'ai le plaisir d'accueillir ma collègue Martine Saint-Hilaire. En tant qu'analyste d'affaires chez CEDO Entreprises, Martine Saint-Hilaire implémente des solutions de gestion de services d'entreprise à l'aide du logiciel C2 Atom. Elle offre des services de formation, d'accompagnement et d'optimisation des processus d'affaires auprès de ses clients. Bien content que tu sois parmi nous encore une fois, Martine. Ça me fait plaisir. Bon matin tout le monde. Donc, juste avant de débuter, simplement vous mentionner plutôt que vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions dans l'outil chat de Zoom. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Vous voyez que nos conférenciers ont activé leur, euh, leur caméra. Ils vont le faire également à la fin de la présentation pour la période des questions. Donc, entrons dans le vif du sujet, mais mettons tout ça en contexte. Donc, comme mentionné plus tôt brièvement, la majorité des organisations puis leurs différentes équipes informatiques doivent gérer plusieurs changements. D'ailleurs, le rapport State of IT 2019 et celui qui vient tout juste de sortir, celui de 2021, rapporte que la grande majorité d'entre elles investissent et continueront de le faire, soit en infrastructure, en cybersécurité, en applications de tout genre. Et le tiers, sinon un peu plus de celles-ci, optent pour des nouveaux projets en la matière. Donc, toujours d'améliorer la performance de leur système informatique, de les sécuriser également. Ce qui nous amène à se poser la question, pourquoi tant de rigidité à procéder à ces changements informatiques? Parce que les clients, les collègues de l'organisation, les partenaires, idéalement, ne doivent pas être impactés par ces changements ou le moins possible. Leurs opérations, parfois, dépendent de la continuité de ces services-là. Minimiser ces impacts, c'est aussi bien supporter les futures innovations. Et ce même rapport, State of IT, note que les entreprises sont à l'écoute et sont en action. Donc, pour ces différents projets, les équipes informatiques, soit ITSM, DevOps et bien d'autres, doivent profiter d'une structure établie. Mais jusqu'à quel point? Est-ce que les priorités stratégiques doivent changer l'ordre des demandes techniques? C'est des questions que, justement, nos invités se pencheront sur la question dans un instant. Mais d'abord, le contexte actuel rajoute une couche de défis aux gestionnaires informatiques et leurs équipes. En plus des opérations, plus des menaces courantes, la majorité des employés travaillent de la maison. Les mois à venir nous réservent peut-être encore plus de changements organisationnels ou spécifiquement liés au service des technologies de l'information. Les 7 R
que plusieurs ont noté à travers les années, demeure une bonne première base de référence pour se poser les bonnes questions. Donc, les voici brièvement en français, qui a soulevé le changement, quelle est la raison du changement, le retour, les risques, les responsabilités, les ressources et les relations plutôt entre les changements. Donc, justement, Martine va reparler de l'importance de ces rôles-là et responsabilités. Et finalement, au-delà du contexte, bien, chose certaine, les organisations d'aujourd'hui gèrent les changements TI de façon différente qu'il y a 10 ans. Les technologies, les logiciels ont aussi évolué. On veut aller plus vite, accomplir davantage. Donc, cette même réalité mène à se remettre en question, notamment grâce au cadre de travail renouvelé l'année dernière, soit ITIL 4. On prône alors une ouverture à une vision plus holistique des changements informatiques, du moins plus agile, itérative et performante, justement que ce que Olivier va détailler un petit peu plus tard. Mais d'abord, je vais donner la parole à Martine, qui fera la distinction entre deux concepts qui souvent se complètent. Merci, Benoît. Donc, comme Benoît le disait, on va mettre en place un peu les bases de la gestion des changements ou l'habilitation des changements là, selon les nouvelles normes ITIL. Puis par la suite, Olivier va venir vraiment vous expliquer plus concrètement comment mettre en place et quoi regarder quand on veut mettre en place ce genre de pratique-là à l'intérieur de nos organisations. Donc, pour commencer, naturellement, un petit peu de théorie. Les définitions entre la gestion des changements TI et la gestion du changement organisationnel. Donc, l'habilitation des changements informatiques est un ensemble de pratiques qui vise à faciliter la mise en œuvre, à réduire les risques associés et à maximiser les avantages dont une organisation peut bénéficier d'un changement opérationnel généralisé. Tandis que la gestion du changement est une approche structurée pour gérer les changements appliqués aux personnes et à l'organisation afin d'atteindre les résultats souhaités. Il vise à aider la direction, les employés et les parties prenantes à accepter et à adopter le changement dans leur environnement d'affaires actuel. Donc, on va regarder naturellement l'évaluation de la formation de l'impact, l'élaboration des plans d'action individuels, l'amélioration des communications et la formation. Naturellement, les deux sont intrinsèques, donc on va vraiment, on en fait la distinction, c'est important de faire la distinction entre les deux, mais un va découler de l'autre. Donc, c'est quand même important de les garder en tête, ces deux principes-là. Lorsqu'on parle de l'habilitation des changements ou la gestion des changements qu'on va mettre en place dans notre organisation, il y a trois principaux types de changements. Donc, il y a par exemple le changement standard. L'idée, en fait, c'est de ne pas freiner les changements qu'on veut mettre en place dans nos organisations par une structure trop lourde. Donc, un changement standard, c'est des étapes qui sont déjà connues, des processus qui sont bien établis, puis c'est des changements qui sont récurrents. Donc, par exemple, on fait une petite mise à jour d'un système qu'on a à l'intérieur de notre organisation et on le fait, par exemple, à chaque année parce qu'il faut suivre l'évolution de ce système-là. Puis, ça n'a pas nécessairement beaucoup d'impact sur nos ressources. Donc, ça ne prendra pas nécessairement une grosse formation pour mettre à jour les connaissances de nos ressources, etc. Donc, c'est vraiment un changement qu'on fait déjà souvent à l'intérieur de notre organisation. Les types de changements, en fait, là, je les appelle standard, normal, urgent. Vous pourriez les appeler comme vous voulez. En fait, l'idée, c'est de regarder les changements qu'on va faire à l'intérieur de notre organisation et de les catégoriser pour pouvoir mettre en place après nos processus. Donc, un changement normal, c'est un changement qui doit être approuvé par le comité des changements.
c'est l'ancien CAB, maintenant c'est l'autorité des changements. Olivier va venir un peu faire la précision sur les nouveaux termes maintenant. Mais un changement normal doit avoir une approbation, une autorisation, parce qu'habituellement aussi, il y a des coûts qui sont reliés à ce genre de changement-là dans notre organisation. On peut aussi séparer nos changements normaux en mettant un qui est plus normal, qui a un impact un peu plus mineur, et un qui a un impact plus majeur. Donc, par exemple, si vous mettez en place un nouveau système informatique qui touche une petite équipe versus mettre en place un système informatique qui touche l'ensemble de notre organisation. Donc là, ça va devenir un changement qui va être plus majeur. Mais les deux sont reliés ensemble, donc font partie d'un changement normal. Et le dernier, c'est les changements urgents. Donc, c'est un changement qui doit être fait de façon urgente pour établir le service. On manque de mémoire sur un serveur, on a besoin de façon urgente d'ajuster notre mémoire ou notre capacité de notre serveur pour rétablir le service normal. Et là, dans un changement urgent, naturellement, on ne veut pas avoir à passer tout un processus d'approbation, de projet, de communication, etc. Donc, il faut mettre en place des processus qui sont clairs, rapides, pour pouvoir faire notre changement de façon urgente. Qui dit changement, naturellement, c'est important d'avoir une bonne planification. Donc, lorsqu'on fait un changement qui est plus normal, que ce soit mineur ou majeur, c'est important de faire un projet en soi avec ce changement-là. Donc, le projet va nous permettre d'avoir vraiment un gestionnaire de projet qui va être capable de suivre l'évolution du changement qu'on veut mettre en place. Donc, tous les changements qui ont un impact sur le quotidien devraient être un projet. Et il devrait avoir aussi un gestionnaire de projet qui va mettre des petits livrables, donc qui va le travailler de façon itérative, agile, avec de petits livrables qui va permettre d'avoir une évaluation après chaque livrable pour voir est-ce qu'on continue le projet, est-ce qu'il y a des ajustements à faire ou on met sur pause un peu notre projet parce qu'il y a des ajustements majeurs à faire au niveau de notre projet. Donc, l'idée d'avoir de petits livrables, ça permet d'avoir aussi un meilleur suivi du projet. Donc, on sait où est rendu notre projet qu'on est en train de mettre en place dans notre organisation. Le suivi du projet aussi permet d'avoir un meilleur calendrier de mise en place de nos changements pour éviter des conflits avec d'autres changements qui ont lieu dans notre organisation ou de faire des changements back-à-back dans la même équipe pour les mêmes ressources. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas faire un changement un après l'autre. Il faut les étaler dans le temps et en faire une bonne répartition de nos projets. Et il y a les métriques qu'il faut absolument venir mettre en place, donc évaluer pour permettre une meilleure vélocité, vérifier les impacts de nos projets et de chacun des livrables pour vraiment voir est-ce qu'on a atteint l'objectif de notre premier livrable ou pas. Qui dit changement dit aussi apprentissage. Donc, c'est important lorsque, là, on vient faire un peu le lien avec la gestion du changement à l'intérieur de nos organisations. C'est important de ne pas négliger la gestion du changement. Donc, on parle tout le temps, naturellement, d'un changement qui est plus normal et qui est plus mineur ou majeur. Il faut bien évaluer l'impact que ça va avoir sur nos ressources, sur nos employés, sur nos clients et ne pas oublier tout ce qui est la notion de la gestion du changement dans ce projet-là. Donc, il faut offrir une formation adaptée aux besoins de ses employés, évaluer en fait
comment les employés par équipe vont travailler, par exemple, dans le nouveau système informatique qu'on est en train de mettre en place ou avec la nouvelle version de ce système-là. Chaque équipe va travailler de façon différente parce qu'ils ont des réalités différentes, ils ont des objectifs différents, ils offrent des services différents. Donc, c'est important de bien voir le besoin de chacune des équipes, faire des plus petits groupes de formation, regroupés par fonctionnement, par besoin. D'avoir des gros groupes de 30 personnes à former, ce n'est pas l'idéal. Des fois, les gens vont être plus gênés dans des gros groupes de poser des questions, donc ils vont rester avec leur questionnement plutôt que si on est dans un petit groupe, que l'ambiance du petit groupe permet d'avoir plus aussi de questions et une meilleure interaction entre les ressources. Et il faut aussi que nos groupes de formation soient regroupés par fonctionnement. Donc, si à l'intérieur d'un groupe de 8 personnes, je couvre 8 départements différents avec des besoins différents, je n'atteindrai pas mes objectifs de formation non plus. Suite à la formation, donner l'accès à un environnement de test, qu'on l'appelle environnement test, pré-prod, dev, formation, peu importe, juste donner un environnement où vos employés vont pouvoir s'amuser dans la nouvelle application ou la nouvelle version, de mettre en pratique ce qu'ils ont appris lors de la formation. Il faut aussi éviter que la formation soit trop tôt dans votre projet, comparativement à la mise en production. Si pour une raison quelconque, vous devez reporter la mise en production, ça serait aussi important de voir est-ce que vous avez besoin d'offrir un atelier de rafraîchissement à vos ressources juste avant la mise en production au niveau de la formation pour qu'il y ait le temps vraiment de s'habituer, de s'amuser dans l'application, de le mettre à leurs mains, etc. Offrir un bon encadrement aux ressources qui sont impactées par le changement. C'est une chose d'offrir la formation, naturellement, c'est nécessaire, mais aussi un encadrement. Donc, ce n'est pas tout le monde qui apprend de la même façon, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les changements. On a toujours dans nos équipes des gens qui sont un peu plus, sont pas tant nécessairement réticents, mais ils savent que leur capacité d'adaptation est peut-être un peu plus fragile, c'est moins facile que d'autres collègues. Donc, ce n'est pas nécessairement de la réticence au changement, c'est plus la peur de l'inconnu. Donc, c'est important de leur offrir un bon encadrement, d'être à l'écoute de ces ressources-là, de leur offrir une équipe de support à l'interne, soit des pilotes de système, pour qu'ils puissent poser leurs questions directement à quelqu'un et se faire rassurer un peu aussi dans la mise en production de votre nouvelle application. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir le partage des connaissances liées au changement. Donc, quand on parle de partage de connaissances, c'est surtout au niveau de la documentation. De faire une documentation qui est adaptée à votre environnement. C'est sûr que votre fournisseur va toujours vous offrir la documentation, mais cette documentation-là, elle est plus générique, elle est plus théorique. C'est toujours plus intéressant quand que les organisations vont venir l'adapter. Donc, ils vont se baser dessus, mais ils vont venir vraiment sortir les points importants pour vous, pour votre organisation, comment vous voulez que vos ressources travaillent dedans, qu'est-ce que vous allez suivre comme information aussi dans votre système, peu importe le système. Donc, vraiment, de faire une documentation qui est plus adaptée à votre environnement plutôt que d'avoir une grosse documentation qui est beaucoup plus théorique, qui est celle habituellement souvent fournie par les fournisseurs. Offrir un espace de foire aux questions, donc d'avoir des articles de base de connaissances qui vont permettre aux employés de faire une première recherche pour leur questionnement. C'est sûr que cet endroit-là, c'est intéressant quand il y a un outil de recherche à l'intérieur qui nous permet vraiment de taper, par exemple, un mot-clé qui va nous sortir des articles de base de connaissances, des questions-réponses, peut-être aussi des procéduriers, ça peut être aussi des petites capsules vidéo de comment on fait telle action, etc. Donc, de vraiment offrir à vos employés tout au long
sais, oui, on l'offre quand on met en place un changement informatique, mais d'avoir aussi ce genre d'endroit-là qui va vivre au fur et à mesure que vous allez évoluer aussi au niveau de votre organisation. Il y a aussi plusieurs endroits qui permettent à différentes ressources, par exemple un pilote par équipe, de venir documenter ce que lui a vécu, ce que lui a trouvé, comment il a réussi à régler tel problème, par exemple, sur un serveur, peu importe. Donc, permettre aux gens de venir partager leurs connaissances avec leurs collègues. Ça peut faire partie de votre foire aux questions, ça peut être des articles de base de connaissances que vous mettez à part aussi dans un autre endroit d'échange informationnel. Naturellement, quand on offre cette possibilité-là, il faut mettre en place un processus d'approbation et de validation des articles de base de connaissances parce qu'on veut que le langage soit commun à tous. Éviter un peu les acronymes, éviter aussi des phrases moins précises. Donc, on veut que n'importe qui lise l'information qui est mise dans l'article de base de connaissances puisse comprendre. Donc, ça prend un peu un regard extérieur qui va être capable de comprendre puis de s'assurer que c'est bien détaillé et aussi, naturellement, bien, valider que le contenu est pertinent et exact. Olivier va venir plus le détailler tantôt, mais juste 4 moyens de maximiser le potentiel d'automatisation. C'est sûr que plus on automatise nos processus, plus on aide à accélérer les processus de changement ou la mise en place des changements qu'on veut faire à l'intérieur de notre organisation. Donc, tout ce qui est approbation, naturellement, lorsqu'on parle d'un changement de type normal ou un changement qui a vraiment plus un impact sur notre organisation, souvent, ça va prendre une approbation. Les coûts, par exemple, d'un projet, etc. Donc, si on est capable d'avoir un processus d'approbation qui est automatisé dans un système quelconque, ça va permettre que, par exemple, dès que moi j'inscris mon projet, qu'il y ait un courriel qui est automatisé, qui envoie ça aux communautés ou au groupe qui va s'asseoir pour évaluer les projets, etc. Donc, plutôt que d'avoir à écrire un courriel manuellement, l'envoyer, etc. Donc, si on est capable d'automatiser les tâches d'approbation et certaines tâches aussi à l'intérieur de notre projet, si les gens ont des trucs à mettre en place ou des tâches à effectuer pour l'atteinte de nos objectifs, bien, c'est intéressant lorsque c'est automatisé. Ça évite aussi des oublis. Ça permet d'assurer une visibilité et une meilleure communication entre les équipes. Donc, les gens peuvent savoir où est rendu le projet. Exploiter les flux de travaux, si vous avez un système qui vous permet d'exploiter les flux, de mettre des tâches, ça aussi, ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Et lorsque nous, on n'est pas vraiment impliqué dans le projet, mais que j'ai besoin de savoir ce projet-là est rendu où, bien, lorsque j'ai un système qui me permet d'automatiser tout ça, ça va me permettre de savoir aussi où est rendu les projets. Et ça nous permet surtout de gagner en efficacité grâce à de meilleurs suivis pour tout le monde, en fait, de l'organisation. On a fait un petit sondage, en fait, pour l'autorité des changements TI. Donc, la question était quelle est l'autorité des changements TI préconisée dans votre organisation? On voit que 22% ils ont plusieurs CAB hebdomadaires. Donc, le CAB, qui était le comité d'autorisation dans les anciennes normes utiles. Olivier va venir mettre un peu les nouveaux termes maintenant. Il y a 67% qui ont un seul CAB, mais pluridisciplinaire. Donc, un CAB qui va regrouper différentes équipes à l'intérieur de l'organisation et vont se rassembler ensemble pour évaluer les changements.
Il y a 6 qui ont un seul approbateur formel. Donc, par exemple, c'est souvent un directeur ou un gestionnaire qui va venir approuver la mise en place des changements à l'intérieur de notre organisation. Et il y a quand même 6 qui disent qu'il n'y a aucun contrôle des changements. Donc, aucun contrôle des changements, habituellement aussi, ça sonne une cloche pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de planification des changements à l'intérieur de notre organisation. Je vais maintenant passer la parole à Olivier qui va vraiment vous permettre de voir maintenant, un coup qu'on a fait toute la belle théorie avec moi, comment on met en place l'habilitation des changements à l'intérieur de nos organisations. Merci Martine. Donc en fait, parlons un peu d'habilitation des changements et du renouveau en fait apporté par ITIL 4. Donc la gestion des changements est morte. Vive l'habilitation des changements. Alors bon, c'est sûr que ITIL 4 nous a apporté en fait des modifications hein, dans le vocabulaire autour de la gestion des changements. Alors, pour éviter la confusion entre gestion des changements informatiques et gestion du changement organisationnel ou conduite du changement en France, en fait, on parle maintenant d'habilitation des changements et pour parler des changements qui ont lieu dans le périmètre informatique. Cependant, le but de la pratique d'habilitation des changements, il n'a pas fondamentalement changé en fait. Hein. Donc, il s'agit toujours de maximiser le nombre de modifications réussies apportées aux services et aux produits, tout en veillant à ce que les risques aient été correctement évalués, les modifications autorisées avant d'aller de l'avant, qu'on ait un calendrier des changements qui soit publié et que toute l'équipe qui veut effectuer un changement s'y annonce au préalable. Alors, je vais vous partager en fait un bref exemple du temps où j'étais directeur TI sur un projet CRM bancaire. Mon équipe en fait planifie le déploiement du nouveau CRM dans la nuit de vendredi à samedi et s'est étalé sur environ 5 heures. Alors, on est vendredi soir, 20 heures, les activités d'installation commencent, tout se déroule comme prévu et puis arrive 23 heures, vent de panique au sein de l'équipe, les serveurs sont tombés. Le système ne répond plus, on pense avoir créé un incident majeur. L'architecte du projet prend son téléphone, il appelle le responsable de la salle des serveurs, puis finalement il apprend qu'une autre équipe est en train de faire une mise à jour des systèmes UPS d'alimentation sans coupure et avait justement coupé le courant d'une partie de la salle des serveurs. Le changement, comme tel, en fait, n'avait pas été déclaré au comité et il figurait sur aucun calendrier de changement. Alors, cependant, on a appris en fait que l'équipe avait envoyé un courriel, mais certainement pas aux bonnes personnes. Donc, en résumé, le nouveau processus de gestion du cycle de vie des changements, vous le voyez en fait au bas de la slide, il permet en fait de gérer les risques de collision, de collecter les bonnes autorisations au fil de l'eau et de s'assurer en fait que tous les changements soient bien annoncés dans un calendrier commun. Alors, vous voyez, en fait, c'est simple et efficace à la fois. Maintenant, qu'en est-il en fait de ne plus avoir de câble? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des organisations s'appuient encore en fait, sur un comité consultatif des changements, le CAB en anglais, Change Advisory Board, afin d'autoriser les changements à être déployés en production. Cependant, les CAB actuels s'apparentent beaucoup à du red tape, dans le sens où ils sont bureaucratiques, consommateurs de temps à remplir de multiples formulaires, puis devoir attendre la réunion du CAB avant de pouvoir procéder au déploiement. Alors en fait, l'industrie, notamment chez Google, il est avéré en fait que cette organisation, donc Google, effectue 9 changements par jour sur leurs algorithmes. Donc, ça fait en fait à peu près 3300 changements par an. Donc, ça, c'était en 2019. Alors qu'en fait, en 2009, ils en avaient 350. Et pourtant, Google, ils n'ont pas de CAB et ils n'en demeurent pas moins extrêmement efficaces. Cependant, il faut faire attention à ne pas abandonner notre comité consultatif des changements, parce que ITIL 4 nous le dit, du jour au lendemain. Si la structure et le niveau de maturité de notre organisation fait qu'on a encore besoin d'un CAB pour bien fonctionner et prévenir en fait les changements erratiques, on va devoir encore le conserver pendant quelques temps. Alors après, c'est sûr qu'on pourra planifier de moderniser notre pratique d'habilitation des changements pour ultimement remplacer ce CAB par des autorisations collectées au fil de l'eau. Alors justement, qu'est-ce qu'il en est en fait de la modernisation de cette pratique d'habilitation des changements? Comment je vais pouvoir en fait procéder? Par où dois-je commencer?
Lorsqu'on cherche à modéliser sa pratique d'habilitation des changements, le premier réflexe que beaucoup d'organisations ont, c'est de penser outils, automatisation. Alors pourtant, en fait, plutôt que d'y aller tout de suite avec un changement d'outil, on devrait d'abord chercher à optimiser nos façons de faire avant de vouloir automatiser. Sinon, en fait, on va continuer à faire les mêmes choses de la mauvaise façon, mais juste plus rapidement. Donc, pour ça, en fait, on doit bien impliquer nos parties prenantes avec une gestion du changement organisationnel qu'on a bien planifié, hein, tel que nous l'a mentionné Martine. Et ça comprend quoi? Ben, ça comprend des plans de communication, un projet, de la formation, de la nomination d'agents du changement, etc. Et puis après, on va mettre en place une feuille de route, alors telle que celle qui vous est suggérée ici en 5 étapes. La première étape de cette feuille de route, c'est comprendre et convenir du contexte dans lequel on va s'inscrire l'optimisation de notre pratique d'habilitation des changements. Alors, ce qu'on doit en fait comprendre, c'est pour quelles raisons on le fait. Est-ce que c'est pour des raisons stratégiques? Donc, par exemple, on a fait l'acquisition d'un compétiteur. Est-ce que c'est pour des raisons tactiques où on va en fait faire le onboarding d'un nouveau fournisseur? Ou est-ce que c'est de l'opérationnel parce qu'en fait, on manque d'efficacité ou nos intervenants internes en fait, sont insatisfaits? Une fois cette première étape franchie, on va aller vers la deuxième qui nous permet en fait d'évaluer l'état actuel de notre pratique d'habilitation des changements. Alors pour ça, en fait, on va idéalement faire un audit de notre pratique en utilisant des méthodologies d'évaluation de la maturité. Alors on en a plusieurs qui sont disponibles dans la communauté, CMMI, TIPA et d'autres. Troisième étape, en fait, on va s'entendre en fait sur l'état actuel de cette pratique et nos priorités futures pour l'organisation. Et là, l'idée, en fait, c'est de mettre l'accent sur la simplification du processus et de la valeur qu'il apporte. En quatrième étape, on va s'assurer d'avoir un bon niveau d'engagement de nos parties prenantes pour faire en sorte, en fait, que l'optimisation du processus ait bien lieu. Alors, en fait, pour le faire, on va tout simplement prévoir un véritable accompagnement du changement organisationnel. Alors, quelques chiffres, en fait, selon le AMR Research, c'est en fait entre 10 et 15% du coût du projet ou de l'initiative qu'il faut investir pour avoir une bonne gestion du changement. Et puis, selon changefirst.com, en fait, le retour sur investissement que nous allons avoir de la gestion du changement organisationnel sur un petit projet, en fait, c'est 200%, et sur les grands projets, c'est 650%. Et en fait, en dernière étape, la cinquième, en fait, on va vouloir exécuter nos améliorations de manière itérative, agile. Et puis, l'exemple que l'on va faire, c'est en fait montrer un prototype, en fait, par exemple, de notre outil ITSM avec ses nouvelles fonctionnalités. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, dans le monde agile, en fait, le PVM, donc en anglais Minimal Viable Product, MVP, ou en français Produit Minimum Viable. Et ça, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va valider en fait, nos améliorations au fur et à mesure à chaque sprint. Et puis, l'idée, en fait, c'est qu'on va s'améliorer, mais pas seulement sur la dimension en fait, des outils. On va regarder en fait, aussi les autres dimensions, donc la dimension des personnes, de l'organisation, de nos partenaires, fournisseurs, et ainsi que nos pratiques et l'ensemble de nos processus, que ce soit des processus TI ou des processus d'affaires. Donc voilà en fait la suggestion en 5 étapes de la façon de faire pour moderniser notre pratique. Alors la question qui se pose en fait sur cette pratique d'habilitation des changements, c'est est-ce qu'il y a trop de contrôle? Donc on vous a posé la question en fait sous forme en fait d'un sondage qui vous posait la question de savoir quels sont les défis que la gestion des changements informatiques pose aujourd'hui à votre organisation. Alors en fait, surprenamment, aucun en fait, des répondants n'a mis trop administratif, donc c'est une bonne chose. Cependant, en fait, la majorité, c'est mal outillé pour être efficace. Au-delà de la vélocité et de la clarté du processus, c'est vraiment mal outillé pour être efficace qui est le plus ressorti. Alors, comment on va pouvoir en fait adresser ces aspects-là? L'idée, en fait, c'est que… Benoît, merci. On va en fait vouloir éviter le red tape. Donc, on va en fait préconiser quoi? On va préconiser l'agilité. Donc, l'agilité comme telle, ce que l'on va en fait vouloir s'assurer, c'est d'obtenir en fait les moyens techniques pour justement se rendre agile, mais cependant, même si on est agile, on doit en fait
s'assurer de préserver la conformité, la vélocité et la flexibilité. Donc, quand on a en fait à gérer en fait des changements en flux presque continu qui nous viennent des équipes d'ingénierie et de développement, on va vouloir tout autant continuer d'être conforme. Et pour cela, on va faire de la collecte d'évidence en continu et on va le faire de manière la plus systématique et rapide possible, plutôt que d'éviter d'avoir à la faire la veille du comité du CAB, en fait, donc du comité d'évaluation en fait, de nos changements. Et puis, on va s'assurer en fait, d'avoir comme une checklist des évidences dont on a besoin. Alors, cette checklist, idéalement, on l'enregistre en fait, dans notre outil de gestion des services TI, soit directement dedans ou alors avec des liens que l'on met en fait, vers une base documentaire. Et puis, par exemple, en fait, dans ces évidences, on va trouver les plans de test, les release notes, les approbations, évidemment, en fait, de nos différents niveaux d'utilisateurs, etc. Et puis, on va en fait pouvoir laisser passer le changement vers le déploiement une fois qu'il aura été autorisé. Donc, conformité, vélocité, flexibilité, c'est ce que l'on veut en fait atteindre avec cette nouvelle façon de faire, cette modernisation. Cependant, quand on parle en fait de vélocité, c'est quoi? C'est finalement on délègue l'autorisation en l'automatisant dans notre outil TSM. Alors, par exemple, on va aller chercher automatiquement l'approbation auprès ou l'autorisation auprès de notre représentant de l'équipe de sécurité ou celui en fait du spécialiste de la capacité performance. Idem au niveau des représentants du client. Et l'idée, c'est qu'on va s'en remettre à l'outil pour non seulement envoyer les autorisations, mais faire les rappels quand quelqu'un a oublié ou a tardé en fait à répondre et à autoriser. Puis la flexibilité, comment on le fait? En fait, on utilise en fait ce que l'on appelle des modèles de changement. C'est tout simplement en fait des formulaires qui nous permettent en fait de créer un modèle par grande catégorie de changements pour éviter en fait d'avoir à improviser ou à avoir à réinventer la roue chaque fois en fait qu'on a un nouveau type de changement qui se présente. Et l'idée en fait, c'est d'être capable en fait via ces modèles de changement d'être plus flexible, de pouvoir traiter le changement plus rapidement. Donc, quand on parle en fait d'habilitation des changements, il faut bien comprendre que l'habilitation des changements n'est pas seule. Ça veut dire qu'en fait, on a besoin pour qu'elle puisse en fait exceller de s'associer à d'autres pratiques qui sont la gestion des configurations et la gestion des déploiements. Donc, la gestion des configurations, ça nous permet de savoir quel est le périmètre du changement sur lequel on opère. Donc, par exemple, en fait, on sait quels sont les serveurs qu'on va toucher, les applications, les bases de données, nos clés d'activation logicielle, etc. Et puis, en fait, on va être capable d'avoir cette information contenue en fait, dans la CMDB et qui soit en fait, idéalement téléchargée automatiquement puis filtrée. Donc, on a cette information à notre disposition pour prendre la bonne décision grâce à la gestion des configurations. Et puis ensuite, une fois qu'on aura autorisé le changement, on va pouvoir en fait le transférer vers la pratique de gestion des déploiements pour être en mesure d'effectuer un déploiement rapide, efficace. Et pour ça, on va utiliser en fait une approche qui nous vient du monde DevOps, qui en fait est mentionnée sous l'acronyme CI/CD. Donc CI pour Continuous Integration et CD pour Continuous Delivery ou Continuous Deployment. Alors l'idée en fait, c'est que pour la partie Continuous Integration, en fait, on va construire, tester, fusionner le code que l'on a dans une seule et même release. Et puis, en fait, pour le Continuous Delivery, donc le premier CD, on va en fait faire en sorte que les modifications apportées par notre développeur à une application soient automatiquement testées par rapport à des bugs et soient téléchargées dans un référentiel. Alors, vous entendrez en fait GitHub comme exemple en fait, d'un référentiel, mais il y en a d'autres. Et puis, pour le Continuous Deployment, donc le deuxième CD, on aura en fait une publication automatique des modifications depuis notre référentiel vers la production, de sorte que ce soit utilisable par nos clients. Alors, grâce à ça, en fait, grâce à ces aspects automatisation, on va résoudre ainsi le problème de la surcharge de nos équipes opérationnelles qui, en fait, vont s'éviter d'avoir des processus manuels qui ralentissent la livraison des changements aux applications. Alors, cela dit, en fait, même si en fait, on a pris la peine d'améliorer notre pratique d'habilitation des changements, d'en faire bénéficier en fait, celle de gestion des configurations, d'avoir en fait, une bonne gestion des déploiements, on a besoin en fait, de mesurer est-ce que cette pratique d'habilitation des changements rencontre bien nos attentes. Et pour cela, en fait, on a besoin de métriques.
Donc, quelles sont les métriques pertinentes qui vont appuyer en fait nos futures décisions? Donc, j'en ai quelques-unes à vous proposer. En fait, c'est ITIL 4 qui nous les propose. Donc, en fait, les métriques que l'on regarde en fait sont regroupées en fait sous forme de facteurs de succès de la pratique d'habilitation des changements, donc que l'on acronyme PSF ou Practice Success Factor en anglais. Donc, elles sont au nombre en fait de 4, dans laquelle en fait on va avoir des métriques qui s'associent à chacun de ces 4 PSF. Donc, le premier, c'est savoir si les changements sont réalisés de manière opportune et efficace. Hein, donc dans ce PSF, vous trouverez en fait des métriques sur les indices de délai de traitement d'un changement, le temps moyen de réalisation d'un changement, la satisfaction des initiateurs du changement, etc. D'ailleurs, si vous voulez en fait me contacter après ce webinaire, je me ferai un plaisir de vous donner en fait les détails de chacun des métriques si ça vous intéresse. Le deuxième en fait PSF, c'est minimiser l'impact négatif des changements. Hein, donc, on essaie de voir en fait est-ce que mon changement a impacté les affaires, le business avec des incidents. Quel était le nombre et la durée de ces incidents liés au changement, etc. Le troisième PSF, en fait, c'est la satisfaction des parties prenantes. Donc, savoir en fait si le changement a rencontré les attentes en fait, de nos parties prenantes et est-ce qu'elles sont en fait satisfaites avec les procédures, avec la communication qui a été faite, etc. Donc, ça, c'est les métriques qu'on va aller chercher. Et le dernier, en fait, c'est rencontrer les exigences de gouvernance et de conformité. On l'a mentionné préalablement. Donc, l'idée, c'est de mesurer, notamment en fait, selon des rapports d'audit, quelles sont les exigences qui ont été en fait respectées par rapport à ce qui était en fait formellement énoncé préalablement. Donc, en fait, ça compose mes différents PSF. Cependant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des statistiques de l'industrie qui sont à notre disposition, que je voulais partager avec vous aujourd'hui, qui notamment proviennent en fait de l'IT Process Institute, donc qui a en fait fait des sondages en fait au travers de l'Amérique du Nord auprès de 341 organisations informatiques et 11 dirigeants, dans lesquels en fait il leur a été demandé de quelles sont les pratiques que ces organisations ont adoptées pour être les plus performantes possibles. Et selon le IT Process Institute, en fait, il y a 5 éléments clés qui ont été identifiés comme influant positivement la performance des organisations. Et le premier, en fait, c'est la pratique de gestion des releases, hein, qu'on appelle en fait en français mise en production. C'est en fait, tout comme celle de la construction, des tests, des retours arrière, c'est cette pratique qui, complétée à l'habilitation des changements, permet en fait aux organisations d'être les plus performantes possibles. Alors, c'est sûr que la pratique d'habilitation des changements, elle est nécessaire, mais ce n'est pas en fait un prédictif de la performance des organisations. Donc, on en a besoin, mais pour atteindre en fait des niveaux de performance plus élevés, on doit la combiner à la gestion des releases et à la gestion des déploiements. Donc souvent, les organisations identifient l'habilitation des changements comme point de départ logique pour une implémentation ITIL. Cependant, en fait, il faut bien la combiner avec ces autres pratiques pour arriver justement à la performance. Et vous avez ici des statistiques. Donc, le taux de succès des changements des organisations les plus performantes, c'est 96,4%. Alors que l'industrie, en moyenne, elle est à 92,5% et les moins performantes à 81,3%. En termes d'indisponibilité, en fait, une indisponibilité par mois sous les 31 minutes va faire de vous, en fait, vous allez faire partie en fait, des organisations les plus performantes, alors que la moyenne se situe à 74 minutes d'indisponibilité par mois et les moins performantes à 93 minutes par mois. Et enfin, 2,9% des releases qui créent un impact sont parmi les plus performantes de l'industrie, alors que la moyenne est à 5,6% et les moins performantes à 11,1%. Donc, presque une release pour les moins performantes, presque une release sur 10 amène en fait une indisponibilité de service. Alors, juste pour votre information, en fait, les autres façons de faire pour arriver à la performance ultime, d'après le IT Process Institute, la deuxième, c'est la discipline, donc une discipline des processus qui est importante. La troisième, c'est d'avoir des configurations de systèmes qui soient standardisées. La quatrième, c'est d'avoir un accès contrôlé aux environnements de production, qui est évidemment une évidence. Et puis, la dernière, et non des moindres, en fait, c'est la cinquième, donc c'est l'utilisation de la CMDB, qui justement, on en a parlé tout à l'heure, vient nous aider
dans l'évaluation en fait, de nos changements. Donc voilà pour les métriques en fait, que je voulais vous partager. Si vous voulez des détails sur ces métriques et sur l'industrie notamment les plus performantes, n'hésitez pas à me solliciter à ce sujet après ce webinaire. Et je vais repasser la parole à Benoît. Merci beaucoup, Olivier, pour ces détails. Bon, j'imagine que les gens vont pouvoir se positionner ou s'identifier à travers ces chiffres de benchmark. Merci également à Martine pour avoir fait cette entrée en matière. Tout ça nous amène justement à vous donner quelques astuces ou du moins quelques rappels avant de passer à la période de questions, parce que justement, si vous avez des questions supplémentaires côté métrique, processus ou autre, on sera là dans quelques instants pour vous. Mais tout d'abord, quelques rappels, gardez les choses simples. Gardez les choses pratico-pratiques, comme on dit, et surtout définissez ce qui est un changement et ce qui n'en est pas un. Donc, ça va être important pour la suite, encore plus de mettre de l'accent sur la valeur de ces changements-là, puis sur les bénéfices que vous apportez à l'organisation. D'impliquer les bonnes personnes, de leur partager les connaissances pertinentes à ce qui se passe réellement comme changement chez vous, puis d'être itératif le plus possible, donc agile, puis réagir rapidement face à ces besoins-là. C'est une vue d'ensemble des principes directeurs, encore une fois, du cadre de travail utile. Donc, l'idée, c'est de demeurer agile et flexible à travers cette autorité de changement. Donc, on a fait le tour de la question aujourd'hui. Évidemment, comme je vous le mentionnais, il y a une période de questions qui va débuter très bientôt. Mais je veux vous mentionner, dans le fond, qu'il y a une copie de l'enregistrement qui va vous être envoyée par courriel. Donc, soyez rassurés, tout ça va être enregistré. Donc, avant de conclure la présentation, j'inviterai les gens, si vous avez des questions à envoyer, on en a déjà reçu quelques-unes, mais n'hésitez pas à nous en faire parvenir. Donc, par l'outil Zoom. J'ai une première question, justement, ça fait référence aux métriques, puis je lancerai la question aux deux panélistes, aux deux conférenciers. Est-ce qu'il y a d'autres métriques à évaluer avec les RFC, avec les Requests for Change? Est-ce qu'il y a des liens avec le nombre d'incidents rapportés? Olivier, Martine? Oui, je veux bien répondre à celle-ci. Alors, c'est vrai que les métriques, c'est un sujet en soi. Hein, donc, c'est même un métier. Hein, donc, moi, ce que je préconise, en fait, c'est évidemment d'avoir les bons métriques. Hein, trop d'informations tue l'information, donc il faut en fait avoir les bons, faire l'exercice de les choisir. Donc par rapport en fait aux incidents, oui absolument, hein, c'est clair qu'on va vouloir mesurer la stabilité que l'on préserve ou l'instabilité que l'on crée suite à des changements, donc d'être capable en fait de lier en aval les incidents créés par des changements en amont, mais aussi en fait de lier les changements que l'on a en fait apportés pour résoudre des incidents. Donc en fait, c'est dans les deux sens qu'on va vouloir en fait mesurer. Évidemment, après on va mesurer l'impact en fait c'est ça l'impact ou la sévérité de nos incidents pour s'assurer qu'on réduise au fil du temps cette sévérité. Donc ce que l'on veut, c'est plus de changements et moins d'incidents. Merci Olivier. J'ai une deuxième question qui est rentrée, à savoir comment réagir lorsque le CAB ou l'autorité de changement, appelons-la comme ça, rejette systématiquement les demandes de changement. Je ne sais pas s'il y a des contextes qui résonnent pour vous, là, Martine ou Olivier. Martine, est-ce que tu veux te lancer ou moi je peux peut-être en fait te partager une expérience. Alors ce n'était pas systématique, mais c'était fréquent. Et puis la réalité faisait en fait que cette autorité de changement, ou anciennement le CAB, en fait n'avait pas à sa disposition en fait les bons outils
pour en fait prendre les décisions. Donc en fait, plutôt que de prendre le risque de dire oui et puis que le changement aille de l'avant, en fait, l'autorité avait tendance à dire on met les freins et puis donnez-nous l'information pour qu'on puisse prendre la bonne décision. Donc c'était plus par manque de, c'est plus par manque d'information pour prendre la bonne décision. En fait, si je peux rajouter, effectivement, quand on soumet une demande de changement, c'est important de bien la documenter pour qu'il y ait les outils en place et toute l'information nécessaire pour bien l'évaluer. S'il rejette à chaque fois, c'est peut-être, faut aller voir pourquoi il rejette, puis mieux documenter ou mieux faire notre travail en amont avant de l'envoyer pour l'approbation. C'est sûr que tu n'approuves pas quelque chose qui manque de détails ou que les coûts sont mal établis et l'impact est mal établi. Là. Merci à vous deux. J'ai une troisième question ici. Si jamais les équipes de développement ne sont pas en mode agile, ce serait quoi l'impact pour l'habilitation de changement en mode agile? Tu y vas, Olivier? Oui. Oui, donc en fait, effectivement, c'est ce qui est intéressant dans cette question, et merci Yacine de la poser, en fait, c'est souvent l'inverse. Ça veut dire que les équipes de développement sont déjà en mode agile, et puis en fait, ils poussent la gestion des changements, donc l'habilitation des changements à se transformer vers l'agilité, mais là, c'est l'inverse. Donc en fait, dans ce cas-là, l'idée, ça reste de collecter en fait la bonne information au fil de l'eau au bon moment, puis d'équiper nos autorisateurs avec les moyens de prendre la bonne décision. Donc c'est sûr que si les équipes en fait de développement sont pas encore en mode agile, les demandes de changement vont rentrer peut-être de manière moins fréquente, plus au compte-gouttes. Mais quand même, il va falloir en fait les traiter parce que agilité, ça ne veut pas forcément dire juste équipe de dev, mais on a aussi en fait des demandes opérationnelles qui rentrent à tous les jours, et puis ça, il faut pouvoir les traiter rapidement de toute façon. Donc, ce n'est pas juste le dev qui drive l'agilité. Non, puis l'agilité, c'est pas, dans le fond, les grands principes de l'agilité, c'est d'y aller par petites itérations et d'avoir une vue holistique, en fait, des changements qu'on veut faire. Donc, effectivement, l'agilité n'est pas juste une question de dev. Puis, c'est important, en fait, c'est plus de prendre les bons principes de l'agilité, de s'asseoir régulièrement ensemble, de bien évaluer les impacts, d'y aller par petites itérations pour faire l'évaluation après chaque étape. Là. Dans le fond, c'est un peu ça, les grands principes de l'agilité. C'est sûr que quand on parle d'agilité au niveau du développement, il y a d'autres choses, mais au niveau de l'organisation, c'est juste de se permettre le droit à l'erreur aussi, là, puis de réévaluer si on s'est trompé, de réajuster au fur et à mesure plutôt que de réévaluer ça complètement à la fin de notre projet. Là. C'est un peu ça les grands principes aussi. Là. Tout à fait. Bien, merci encore. Les questions fusent. Je crois que la réflexion est bien entamée. J'ai Carl-Henri qui nous demande, devrait-on parler de la gestion du changement ou de la transition lorsqu'il est question de transférer les connaissances aux intervenants de support après le déploiement? Mm-hmm. Alors, merci Carl-Henri pour cette question. En fait, si je peux me permettre, Martine. Oui. Oui. En fait, on parle de plus en plus en fait de transition, c'est vrai. En fait, notamment dans certains contextes professionnels, celui notamment de la gestion des relations d'affaires, le BRM Institute, en fait, parle de transition business plutôt que gestion du changement. Mais c'est vrai que ça revient en fait à la même chose. On amène en fait, on accompagne nos intervenants en leur donnant de la connaissance, en les équipant, en leur montrant le What's in it for me. Et puis, on s'assure en fait de le faire pendant les phases en fait, de conception, pendant la phase de transition, mais aussi après, pendant le déploiement, on doit les tenir par la main tout du long pour s'assurer en fait qu'ils obtiennent la valeur justement en fait, des services et des produits qu'on leur soumet.
C'est surtout de ne pas le faire après le déploiement, mais tout au long du déploiement. C'est surtout ça qui est important. Votre équipe de support doit être partie prenante, en fait, dans toutes les étapes, sans que ce soit nécessairement toutes les ressources directement, mais au moins que le gestionnaire ou qu'un pilote de l'équipe de support soit impliqué dans tout le déploiement ou la transition de votre de ce que vous voulez mettre en place, en fait, là, de votre changement. Là. C'est pour n'importe quelle équipe de support d'être mis au courant ou impliqué dans un projet, un coup que tout est pas mal mis en place, c'est jamais l'idéal non plus. Là. Et puis, en complément à ça, en fait, j'ai vu en fait, des organisations qui pour s'assurer en fait, d'une bonne transition et puis en fait, d'un bon déploiement, amènent ou demandent en fait, à leurs développeurs d'être partie prenante dans en fait, dans la phase du support de début de vie, où en fait, même les développeurs venaient s'installer à côté en fait, des agents du centre de service pour prendre les premiers appels qui rentrent et s'assurer d'avoir justement l'information immédiatement en cas de bug ou d'incident lié en fait, au changement qui était déployé. Donc, c'est des pratiques qui se font et qui sont assez efficaces quand on peut se les permettre. Très intéressant, Olivier. Peut-être ça nous amène à passer, je pense, à une dernière question de Louis-Marie qui, bon, on parle de collaboration, mais de trouver un équilibre à travers tout ça. Comment justement trouver un équilibre entre DevOps, l'implémentation rapide et la rigueur que l'on souhaite pour la production? Beaucoup semblent trouver que la limite est difficile à trouver. Tout à fait. Martine, est-ce que je réponds à celle-ci? Ah, tu peux commencer. Okay, tu parfait. commences, donc, je continue. donc, en fait, oui, merci, oui, Marie, pour cette question. Et c'est vrai que c'est une question fondamentale. D'ailleurs, ça crée, en fait, on le sait, dans l'industrie, parfois certains antagonismes, on peut dire ça comme ça, entre en fait, les équipes DevOps puis les équipes de gestion des services qui d'un côté, on veut la stabilité, puis en amont, on veut sortir le plus de nouvelles fonctionnalités possibles. Donc c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver et ce que nous propose en fait cette nouvelle version d'ITIL, mais c'est finalement juste pour entériner une pratique qui a lieu déjà, c'est d'avoir en fait cette vélocité ou cette agilité, mais qui ne soit pas en fait qui soit pas de l'administratif, tout en protégeant la conformité. Donc c'est sûr qu'on a besoin d'outiller nos équipes pour s'échanger de l'information. Donc, par exemple, ce qu'on va faire concrètement, on va en fait avoir notre outil de gestion des services TI qui est en fait relié avec l'outil dans lequel sont rentrées les demandes de changement du côté dev. On va avoir aussi de l'information qui circule via en fait des outils de partage d'informations fluides, Slack en est un, etc. Donc, on va devoir outiller nos deux équipes pour qu'elles puissent collaborer le plus possible ensemble. Dans le fond, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, l'important, c'est d'impliquer tout le monde, d'avoir une bonne collaboration, de mettre les bons joueurs à bonne place. C'est toujours ça, d'aller chercher nos personnes qui sont les bonnes personnes, en fait, qui vont être un bon promoteur, puis trouver l'équilibre entre. C'est toujours de ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, de ne pas devenir trop administratif pour permettre d'avoir une belle fluidité, d'avoir un bel avancement sans tout le temps tout bloquer, mais en même temps d'aller trop vite aussi, bien là, ça peut avoir des impacts. Donc, Olivier le disait tantôt au niveau de la mise en place des changements, que ça ne crée pas plein d'incidents par la suite qui vont rentrer à l'équipe de support, mais c'est là l'équilibre, c'est de s'assurer de voir le plus possible ce qui pourrait arriver, mais en même temps, il va en arriver aussi, il va en arriver des incidents, il va en arriver des situations, puis c'est de se permettre de se réajuster rapidement. Donc, mais dans tout ça, c'est la collaboration de tous, c'est toujours ça, puis d'impliquer tout le monde aussi, là, tous les joueurs, toutes les équipes qui ont un impact dessus. Là. Merci beaucoup. Ça a été très instructif. Je pense que la réflexion, comme je le disais tantôt, va se poursuivre pour plusieurs d'entre nous. Le temps va très, très vite.
On vous remercie de votre écoute, votre attention puis de votre dynamisme, particulièrement dans la période des questions. Avant de vous laisser, je veux simplement vous mentionner que vous allez recevoir une copie d'enregistrement, comme je le mentionnais tantôt. Également, à la fois l'équipe C2 que la fois IT Chapter, l'équipe IT Chapter sont à disposition, sont disponibles pour vous si vous avez des questions. Donc, encore merci de votre attention. Et puis, sur une note plus humoristique, tantôt, Olivier faisait jouer une chanson. Donc, si vous voulez rester dans l'optique du changement, vous pouvez écouter la chanson de Van Halen qui se nomme Change. Donc, voilà l'introduction musicale qu'on vous a donnée tantôt. Donc, merci à nos panélistes et on vous souhaite une très bonne journée. Au plaisir. Merci. Oui, au revoir.